Il y a quelque temps, la chaîne franco-allemande Arte a publié un reportage, ou plus exactement un documentaire, sur les sections d'assaut allemandes, les SA, qui ont été éliminées par Adolf Hitler en 1934. Donc c'est un reportage qui est plutôt bien fait. Je vous fais le pitch rapide. En fin janvier 1933, Hitler est nommé chancelier et arrive au pouvoir. Il met progressivement en place sa dictature. Les SA comptent plus de 3 millions de membres. Il s'agit d'une milice, la milice armée du NSDAP, du parti nazi. Et en juin 1934, Adolf Hitler prend la décision de décapiter cette ESA, de faire fusiller tous ses dirigeants, et notamment son premier dirigeant qui est Ernst Röhm. Ernst Röhm qui est un ami personnel d'Adolf Hitler, Ernst Röhm qui avait été un ancien capitaine pendant la Première Guerre mondiale, qui s'était réfugié, enfin qui était conseiller militaire du gouvernement de Colombie, et donc c'est Hitler qui le fait revenir en Allemagne pour structurer sa SA. Donc voilà les événements de juin 1934, c'est l'exécution de cette élite de la SA sur ordre d'Adolf Hitler. Le reportage, le documentaire est plutôt bien fait, il y a beaucoup d'intervenants qui analysent ce qui s'est passé, mais je reviens sur cet épisode parce qu'il y a deux éléments d'analyse qui n'ont pas été faits et qui me semblent très intéressants et finalement très actuels. Le premier élément, c'est qu'on n'explique pas réellement pourquoi Hitler, qui est un grand ami de Röhm, et inversement le sacrifie et le fait exécuter. Les explications qui sont données, qui est que c'est l'aile droite du parti qui a conspiré contre Röhm, tout ça c'est vrai, c'est l'aile droite du parti, c'est Göring, c'est Himmler, c'est Goebbels, c'est dans une certaine mesure Rudolf Hess qui se sont débarrassés de l'aile gauche, puisque Röhm incarne plutôt l'aile gauche populaire, ces SA sont des gens qui viennent plutôt du parti communiste, qui sont plutôt des gens des classes populaires. La SS fait partie de la SA, mais Himmler au sein de la SS veut créer une sorte d'élite en fait au sein de la SA et cherche à faire adhérer des personnes diplômées ou bien des aristocrates ou bien des bourgeois. Le reste des SA sont plutôt des gens des classes populaires et parfois même des voyous, des gangsters et tout un ramassis de ce que compte l'Allemagne sur les millions de chômeurs que compte l'Allemagne de l'époque. Donc c'est vrai que c'est l'aile droite qui se débarrasse de l'aile gauche, mais ça n'explique pas fondamentalement pourquoi Hitler s'est débarrassé d'Ernst Röhm, et je vais y revenir et je vais vous donner mon explication. Et puis il y a une deuxième analyse, l'analyse dans l'analyse, c'est pourquoi les chaînes de télévision françaises diffusent de plus en plus de programmes sur le NSDAP, sur le parti nazi, sur la Seconde Guerre mondiale, sur Hitler, ses complices, etc. C'est assez significatif de l'époque dans laquelle nous sommes, et je vais là aussi y revenir. C'est parti. Tous les experts historiens intervenant dans le documentaire d'Arte ont expliqué en long, large et en travers qu'il est évident que la SA n'avait aucune intention, et Ernst Röhm n'avait aucune intention de renverser Adolf Hitler en 1934, qu'il n'y avait strictement aucun danger de coup d'État à l'intérieur du parti nazi, que cette aile gauche qui a été écrasée, qui a été fusillée, n'avait pas réellement l'intention de prendre le pouvoir. Mais alors du coup, pourquoi Hitler, qui savait cela, et tous disent aussi qu'Hitler savait très bien qu'Ernst Röhm était un fidèle d'entre les fidèles, il lui a réaffirmé et reconfirmé leur amitié à de multiples reprises, et même très récemment, juste avant de le faire arrêter. Donc il n'y a pas d'explication réellement rationnelle. Alors il faut se rappeler ce qu'est le NSDAP et le parti nazi. C'est essentiellement un parti d'anciens combattants, de gens qui ont fait pour l'essentiel la Première Guerre mondiale, bien évidemment. Nous sommes en 1933-1934, la Première Guerre mondiale s'est terminée en 1918, donc ce sont tous des anciens combattants, à part Himmler qui était un peu trop jeune, je crois qu'il manquait 1 an pour être mobilisé, mais tous les autres sont des anciens combattants. Et ce sont des gens qui sont pan-germanistes, qui veulent rassembler dans un seul Reich toutes les personnes de langue germanophone d'Europe, donc, et notamment fusionner l'Allemagne et l'Autriche, c'est le grand projet d'Hitler tel qu'il le développe aussi dans son essai Mein Kampf. Et puis ce sont des gens qui sont très anticommunistes, très anti-bolcheviques, et c'est ainsi qu'ils ont eu le soutien d'une partie importante de la bourgeoisie, voire de la très haute bourgeoisie, alors qui est plutôt travaillée par un personnage comme Göring,
Et il faut expliquer que le NSDAP, il y a 3 hommes politiques qui sont vraiment populaires au sein de ce NSDAP. Vous avez naturellement Hitler, hein, qui est son chef incontestable. Vous avez Hermann Göring, qui a été le premier président nazi, puisqu'il a été président de la Prusse en 1932. Et puis vous avez Ernst Röhm, qui est le chef de la SA, et qui est un personnage lui aussi extrêmement charismatique et relativement populaire au sein du parti. Les autres dirigeants nazis sont des personnages de seconde zone. Goebbels est un excellent orateur, mais c'est pas un homme véritablement populaire. Rudolf Hess n'est pas aussi quelqu'un de très populaire. Ribbentrop est détesté de tous, c'est le ministre des Affaires étrangères, c'est pas non plus un homme politique populaire. Les autres ne sont pas des hommes politiques populaires. Les 3 hommes politiques populaires, c'est ce triumvirat, Hitler, Göring, Röhm. Et c'est vrai que dans ce ménage à 3, il y a des tensions évidentes entre Göring et Röhm, et surtout Göring est jaloux de la puissance de la SA et de la puissance de Röhm. Donc ça c'est un facteur et c'est un élément essentiel pour comprendre effectivement que Göring a porté cette conspiration et a tout fait pour pousser Hitler à abattre Röhm. Mais ça n'explique pas pourquoi Hitler a pris cette décision, sachant qu'il savait très bien que Röhm était un ami fidèle et que la SA finalement était relativement fidèle à son projet. Alors pour ça il faut remonter à l'origine du projet hitlérien, et cette origine, on la trouve naturellement dans Mein Kampf, et il explique clairement, Hitler dans Mein Kampf, que l'Allemagne est un pays qui a vocation à s'étendre très largement à l'Est, et Hitler compte bien refaire une guerre à l'Est. Il considère aussi que l'Allemagne n'a pas perdu la Première Guerre mondiale, d'une part parce qu'elle avait gagné des territoires à l'Est contre la Russie des tsars qui s'est écroulée en 1917, et n'a pas perdu à l'Ouest, puisque la bataille de l'Empereur est une offensive allemande qui n'a pas réussi, mais il n'y a pas eu d'offensive alliée pour écraser l'armée allemande en 1918. L'Allemagne a demandé l'armistice en 1918 suite à la révolution qui a éclaté le 8 novembre 1918. C'est pour ça que le 8 novembre 1923, Hitler a fait une tentative de coup d'État en Bavière, une tentative de coup d'État qui a échoué. Hitler a été condamné à 5 ans de prison, il n'a fait que 13 mois, mais il a été condamné à 5 ans de prison et le parti nazi a été interdit. Et c'est dans cette prison de Landsberg, à côté de Munich, qu'il a écrit son essai Mein Kampf. Donc voilà pour la petite histoire. Donc on a affaire à un Hitler qui a totalement confiance en Röhm, mais qui va sacrifier Röhm. Mais dans Mein Kampf, il explique qu'il faut refaire une guerre. Or, la plupart de ces SA qui ont rejoint Ernst Röhm sont des anciens combattants de la guerre de 14-18 qui ne veulent fondamentalement pas refaire la guerre. Et c'est ce qu'a compris Göring, et c'est ce qu'a compris Goebbels, et c'est ce qu'a compris, on va dire, l'aile droite, qui a poussé Hitler à abattre eux. Mais si Hitler a pris cette décision de faire fusiller son ami et de le faire arrêter, il l'a arrêté lui-même, hein, revolver au poing, il est rentré dans sa chambre, il l'a mis en arrestation lui-même. S'il a pris cette décision, et il a finalement pris la décision de le faire exécuter dans sa prison, c'est parce que ce Röhm et CSA allaient à l'encontre du projet hitlérien, qui était fondamentalement un projet de refaire une guerre, pas forcément une guerre mondiale, mais refaire une guerre à l'Est pour conquérir et écraser la Pologne dans un premier temps, et puis ensuite l'Union soviétique. Il se trouve que lorsque, en 1939, le 1er septembre, Hitler envahit la Pologne, et bien le 3 septembre, la France et l'Angleterre entrent en guerre contre l'Allemagne. Mais il est évident que si la France n'avait pas déclaré la guerre à l'Allemagne, il n'y aurait pas eu de guerre entre la France et l'Allemagne à ce moment-là, puisque le grand projet hitlérien, c'est l'accroissement de l'espace vital à l'Est. Mais en 1934, on a effectivement affaire à une force à l'intérieur du parti nazi, qui est la SA d'Ernst Röhm, et qui est réticente à cette idée on va finalement repartir au front, on va refaire une guerre, on va refaire le match, qui est quand même le grand projet Hitler. Et c'est ça qui est, à mon avis, qui a été l'élément déterminant dans la destruction d'Ernst Röhm. C'est ce qui n'a pas été dit, malheureusement, dans le reportage d'Arte. Alors maintenant, je reviens sur l'actualité, parce que vous allez me dire, mais on s'en fout, on est en 2020, bientôt 2021, nous sommes confrontés à une crise financière et économique épouvantable. Qu'est-ce que tu nous parles de 1933-1934 et des nazis qui se sont entretués, on s'en fout. En fait, non, parce que si il y a autant de reportages sur Hitler, sur l'hitlérisme, sur la SA, sur toutes les chaînes de télévision françaises, les chaînes d'histoire, mais aussi la chaîne Arte, enfin, c'est quand même quelque chose c'est un marronnier, c'est quelque chose qui revient très souvent.
C'est parce que nos élites maçonniques et autres journalistiques, analysent le fait que nous sommes dans une situation qui est pratiquement la situation de la République de Weimar, c'est-à-dire nos États sont en faillite, nous allons aller vers l'inflation monétaire, puisque c'est ce qu'ont annoncé tous les présidents des banques centrales, à commencer par notre présidente actuelle qui est Christine Lagarde. Les Allemands, alors c'est aussi la leçon de l'histoire, freinent à la création de fausses monnaies et freinent à l'inflation parce qu'ils savent très bien que l'inflation va déstabiliser politiquement les régimes européens et qu'après les gilets jaunes, on risque d'avoir les chemises brunes. Ce que nos politiques français n'analysent pas. Ils pensent qu'avec les déclarations de type la France est le pays des droits de l'homme, la démocratie, blablabla, la République, blablabla, le vivre ensemble, blablabla, ça va suffire pour calmer les gens. Mais en fait non, la France est dans une situation pré-insurrectionnelle. On l'a vu déjà avec la manif pour tous, où des millions de gens ont manifesté contre le mariage homosexuel. Dans un deuxième temps, avec les gilets jaunes qui étaient déjà beaucoup plus violents. Et puis dans un troisième temps, lorsque l'inflation va se déclencher, lorsque les gens n'auront plus de quoi vivre, même ceux qui travaillent, parce que c'est pas seulement les chômeurs ou les fainéants, mais même ceux qui travaillent, les artisans, les commerçants, les salariés n'auront plus de quoi bouffer, les agriculteurs on n'en parle même pas. Ils vont descendre et ils vont tout casser. Là, on va être dans une situation de type chemise brune. Et du coup, la problématique Ernström, NSDAP va revenir dans un pays comme la France. Peut-être beaucoup plus que dans un pays comme l'Allemagne, qui a tiré les leçons du passé et qui a été complètement anéanti par la Seconde Guerre mondiale. Après, il faut le dire, hein, même si Hitler avait gagné la guerre, l'Allemagne aurait été de toute façon ruinée, parce que le système NSDAP, le régime nazi, et son économie socialiste ne fonctionnait absolument pas. Alors déjà c'est un échec sur le plan militaire, je rappelle que même l'invasion de la Pologne en 1939, qui a pris 3 semaines, mais parce que l'Union soviétique a envahi la partie orientale de la Pologne, lors de cette invasion Allemagne de la Pologne en 1939, 80% du matériel militaire allemand a été détruit. Et l'Allemagne a perdu 50 000 hommes, donc ça a été quand même une guerre courte, mais particulièrement meurtrière. Le matériel de l'Allemagne nazie, il faut le comparer au matériel de la RDA. Hein. Quand on pense à l'Allemagne nazie, techniquement parlant, techniquement parlant, faut penser à la RDA. C'est-à-dire, on fait de la camelote. Hein. Les tanks allemands, les avions, le Ju-87 Stuka, les pilotes allemands l'appelaient le cercueil volant. Ça en dit long sur la qualité du matériel. C'est très cheap, hein, c'est pas Deutsche Qualität, hein, l'Allemagne nazie. Donc sur le plan économique, l'Allemagne nazie c'était pas ça, sur le plan militaire c'était pas ça non plus. Quand l'Allemagne attaque l'Union soviétique le 22 juin 1941, c'est avec 3 200 000 hommes, plus 700 000 hommes des armées alliées de l'Allemagne, qui étaient la Finlande, la Bulgarie, la Hongrie et la Roumanie, et l'Italie dans une certaine mesure. 3 200 000 Allemands, 600 000 chevaux, et seulement 4000 chars, 4000 avions. Donc c'est pas un pays très industrialisé. Au bout de 6 mois, les chevaux ont été bouffés. Hein, les 600 000 chevaux ont fini en beefsteak. Et les Allemands se sont trouvés une main devant, une main derrière en Russie, par moins 40. Et c'était quasiment plié. Donc militairement parlant, ça ne pouvait pas aboutir. Économiquement parlant, ça ne pouvait pas aboutir. Et puis la politique criminelle qui a été menée, car effectivement de grands crimes ont été menés dans toutes les guerres et par toutes les armées, c'est la vérité, mais aussi par l'armée allemande, y compris la Wehrmacht, et pas seulement les SS. Les crimes qui ont été perpétrés par ce régime. Aujourd'hui, on en paye aussi des conséquences, parce que si on a autant de mal à se défendre face à une invasion migratoire et à dénoncer cette invasion migratoire, c'est essentiellement parce qu'on nous met en avant que vous défendez l'Europe finalement comme Hitler défendait l'Europe. Non, on ne défend pas avec la même éthique, on ne défend pas de la même manière, mais on la défend, mais pas avec les mêmes méthodes. Mais les méthodes effectivement discréditent le combat. Les méthodes criminelles du nazisme ont discrédité le combat aujourd'hui, et aujourd'hui on rame beaucoup pour mettre en place une véritable défense, une véritable reconquista qui soit éthique, hein, en contraste avec la reconquête ou les combats nazis qui eux n'étaient pas du tout éthiques, qui étaient à des années-lumière. Donc le nazisme n'est pas un modèle, et les chemises brunes ne sont pas un modèle de révolution, même lorsque nous allons connaître incessamment l'hyperinflation, puisque ça a été annoncé. De toute façon, les États n'ont pas le choix, les banques centrales n'ont pas le choix, et la catastrophe économique est devant nous. Mais c'est la multiplication de ces reportages et de ces mises en garde, parce que ce sont des reportages mis en garde, ce sont des documentaires mis en garde,
garde contre le danger on va dire des gilets, des chemises brunes, ou du retour des chemises brunes. Eh bien, c'est parce que les élites un certain nombre d'élites ont parfaitement analysé qu'on était dans la même configuration finalement que la République de Weimar, et que l'Europe allait connaître des événements dans une certaine mesure comparable, même s'il faut se battre pour naturellement pas basculer dans le crime qu'ont pu commettre et dans les méthodes qu'ont pu être celles des nazis dans le passé. Voilà, merci à toutes et à tous, et je vous dis à bientôt.